Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. La médiation est entamée entre la direction de la Poste et les grévistes. Après une première rencontre ce week-end, les deux parties étaient de nouveau convoquées ce matin à la direction du travail. La grève dure depuis près de 15 jours. Mairie du Robert, collectivité territoriale, nous découvrons ces jours-ci l'univers des cyberattaques. Ces piratages malveillants touchent le monde entier. Nous les évoquerons avec un spécialiste consultant en informatique, Mathieu Cowen. Amer en grève de la faim, il n'arrive pas à avoir une place pour scolariser son fils de 12 ans. Il n'a trouvé que cette solution pour se faire entendre. Et puis notre rubrique Fondoc nous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un chef d'entreprise pas comme les autres. Il a 13 ans et déjà 2 ans d'ancienneté dans son métier, cité La Marie à Ducos. La médiation continue donc ce matin à la Poste, une médiation ordonnée par le tribunal des référés le 25 mai dernier. En même temps que la levée des barrages, une intersyndicale dénonce la surcharge de travail liée à la distribution des prospectus désormais assurés par la Poste. Une grève qui dure depuis déjà plus de 2 semaines. Edilia Eugène Morma, Stéphane Petitfrère. La réunion vient de s'achever, elle a duré un peu plus de 2 heures. Grévistes et direction rencontraient chacun de leur côté dans des salles séparées les médiateurs. Dominique Joseph Monrose, bonjour, vous représentez la CGTM PET. Il y a un peu de frustration à l'issue de cette rencontre. C'est vrai qu'il y a un peu de frustration puisque nous pensions qu'aujourd'hui on aurait pu continuer cette réunion de manière à ce qu'on puisse trouver des solutions et aboutir à un protocole de fait conflit. Malheureusement, compte tenu des contraintes au niveau de la direction du travail, nous n'avons pas pu terminer cette réunion dans de bonnes conditions. Malgré tout, nous avons quand même formulé des propositions qui seront soumises à la Poste, qui sera de retour puisqu'il est prévu une prochaine réunion demain qui va durer toute la journée, qui permettra, je l'espère, d'apporter des réponses pour ceux qui sont dans le conflit depuis le 11 mai. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui? Vous êtes confiant? Nous sommes, vous savez, depuis le début, quand vous partez dans un conflit, vous savez où vous devez arriver et ne pas y aller. Aujourd'hui, nous savons bien que dans ce conflit, nous avons toujours dit que nous avions raison. On n'a pas à laisser pourrir la situation. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est que de la part de notre position qui a été faite par les médiateurs, qui seront faits demain par les médiateurs et que la Poste aura à nous répondre, nous espérons que dès demain, nous pourrons signer un protocole de fait de conflit et puis arrêter ce conflit. Merci beaucoup, effectivement, dès demain, puisque une nouvelle rencontre est prévue demain avec les médiateurs. Les grévistes, vous l'avez entendu, espèrent cette fois pouvoir être confrontés plus directement avec leur direction. Edilia Eugène Morma à la direction du travail. Une action de sensibilisation à la sclérose en plaques ce matin à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Les patients échangés sur leur vécu dans le cadre de la journée mondiale de cette maladie. Elle toucherait environ 1500 personnes en Martinique. Le centre de diagnostic est installé à l'hôpital. Écoutez le docteur Cayol, neuroscientifique. Elle est au micro de Corinne Jean-Joseph et Christelle Sivat. La sclérose en plaques, en général, les patients, lorsqu'on leur annonce cela, ils ont tendance à penser directement au fauteuil roulant. Ça pouvait être le cas il y a 30 ans de cela, parce que les traitements n'étaient pas, il n'y avait pas autant de traitements. Donc du coup, les patients avaient tendance à faire beaucoup plus de poussées, étant donné qu'il n'y avait pas forcément de traitement pour empêcher cette poussée. Parce que oui, les traitements que l'on a actuellement, ce ne sont pas des patients, ce sont pas des traitements qui guérissent de la maladie, mais ça permet d'éviter en fait les poussées. Et les poussées, ce sont justement les inflammations qui se font en différentes parties donc du cerveau, de la moelle épinière, qui entraînent justement des plaques, tout le nom sclérose en plaques justement. Et l'objectif de ces traitements, c'est d'empêcher les poussées pour que l'handicap ne s'installe pas au fur et à mesure. La mairie du Robert, la collectivité territoriale, ce mois-ci, le public a beaucoup entendu parler de cyberattaques visant les administrations, des prises de contrôle malveillantes des serveurs qui empêchent les activités normales des services et qui sont très longues à contrecarrer. Pour comprendre ce que sont exactement ces attaques, nous recevons Mathieu Cowen. Vous êtes consultant numérique dans la Careille. Bonjour. Bonjour. Vous avez, il y a quelques années, écrit, 2 ans à peu près, écrit une étude pour sensibiliser les entreprises aux dangers grandissants des cyberattaques. Alors, la première question, qu'est-ce qui se passe exactement lors d'une cyberattaque ? Ça dépend dans la forme dans laquelle c'est développé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire. Le plus souvent, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les ransomware. C'est ce que, d'ailleurs, qui était
la genèse, la problématique qu'on se trouve à CTM. Et également à Mairie d'Urbert, ransomware, c'est un mot anglais pour dire demande de rançon. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, en fait, on va rentrer dans le système, on va crypter les données, c'est-à-dire rendre les documents, les données complètement illisibles, et on va demander une rançon pour débloquer tout ça. Et donc, en fait, par la suite, si effectivement on paye le rançon, on espère que le malveillant va en fait débloquer pour qu'on puisse continuer le travail. C'est quand même quelque chose qui est très pernicieux parce que du coup, évidemment, on peut se dire si on paye la rançon, il va s'attaquer à la mairie suivante. Ah, absolument, absolument. En fait, c'est quelque chose qui s'est commencé il y a peut-être une douzaine d'années. En fait, par contre, ça a eu une baisse d'intensité par rapport au fait que c'est difficile, en fait, d'encaisser de l'argent. Parce que transférer de l'argent, c'est les grosses sommes, c'est pas toujours évident. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est une recrudescence parce qu'en fait, on voit beaucoup de malveillants utilisant tout ce qui est crypto-monnaie. Et en fait, là, il y a beaucoup plus de facilité à transférer ces fonds et cacher un petit peu. Qu'est-ce que vous appelez la culture-monnaie? Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, d'accord, les crypto-monnaies. Ouais. Et donc, ils utilisent ça pour transférer les fonds, évidemment. Dans un cas comme, par exemple, celui de la CTM ou du Robert, qu'est-ce qui se passe exactement dans leur serveur? Donc, c'est complètement bloqué. Et je pense que... comme j'ai dit, en fait, tous les documents, toutes les données sont complètement illisibles. C'est-à-dire que toutes les applications ne fonctionnent plus, tous les agents ne peut pas ouvrir en fait les documents, le messagerie, tout un tas de choses. D'ailleurs, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc précisément dans ces endroits-là. Précisément les éléments affectés, mais en fait généralement c'est dans ce sens-là. Et ça s'est déjà passé, vous m'avez dit, au Costa Rica. Oui, tout à fait. À Costa Rica en 2021, en fait, il y a eu une attaque qui a complètement crypté le système. Et il y a un rançon de $10 millions qui était demandé. Ils ont refusé en première instance, ils ont augmenté ça à 12 millions. Et le problème, en fait, c'est ça le risque, et c'est ça la vraie crainte, en fait, c'est que qu'est-ce qui se passait à Costa Rica? En fait, on a exfiltré les données. Et en fait, on a mis une copie des données qu'on a cryptées dans le gouvernement costaricain ailleurs. Et en fait, une fois le rançon n'a pas été payé, en fait, ils ont lâché dans la nature 97% des données qui c'était les données santé, les données sécurité sociale. Donc on peut imaginer d'autres attaques à ce moment-là à des niveaux individuels. D'ailleurs, c'est exactement ça la crainte, qu'on puisse utiliser ces informations pour monter d'autres attaques parmi les partenaires, les clients, les agents, tout un tas de personnes. Donc en Martinique, on n'était pas forcément habitué à ce type de choses. On peut imaginer que ça puisse se reproduire. Maintenant, si on est dans les radars de ces pirates, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour les administrations ou les entreprises peuvent faire pour se prémunir de ça? On a 1 minute à peu près. Franchement, ça passe par l'éducation. D'abord, c'est vraiment l'éducation à plusieurs niveaux. L'éducation au niveau de sensibilisation à un niveau d'entreprise, mais plus haut niveau. Une sensibilisation de ce que c'est une cyberattaque pour les employés aussi, pour qu'ils puissent en fait prévenir, voir, en fait, essayer d'avoir un peu on va dire scepticisme sur ça. Oui, parce qu'effectivement, ça arrive par les employés. On reçoit un mail, on va cliquer dessus et pas. D'ailleurs, c'est le point d'attaque le plus fréquent. En fait, c'est ce qu'on appelle le phishing. C'est-à-dire qu'on va pêcher quelqu'un sensible ou pas sensible, on va dire. On va rentrer et on va lancer l'attaque par ça. Et après, le troisième élément, c'est plutôt des formations spécialisées pour les gens, les spécialistes de cybersécurité, parce que ça tourne et ça change très, très, très rapidement. Ça va très vite, donc il faut se mettre à jour. Merci beaucoup, Mathieu Cohen, d'avoir expliqué ce que c'était pour nous, que cette cyberattaque. Et on reste un peu dans le domaine du numérique avec cette information. Nos cartes d'identité seront bientôt fusionnées avec nos cartes vitales. C'est une mesure annoncée par le gouvernement qui vise à lutter, dit-il, contre la fraude sociale. Un système qui existe déjà au Portugal ou en Suède, par exemple, mais que la Commission nationale informatique et liberté surveille de près. Gaspard de Florival, Sylvain Guillaume. La carte vitale et la carte d'identité pourraient bientôt ne former qu'une. Le gouvernement réfléchit à leur fusion afin de lutter contre les fraudes aux prestations de santé. Un projet bien accueilli par ces assurés rencontrés ce matin. Moi, je trouve que c'est pratique. Parce que moi, personnellement, j'ai pas toujours ma carte d'identité sur moi. Donc, à cause du format. Donc, ça pourrait être une bonne idée. Après, c'est vrai qu'il faut que ça soit sécurisé, quoi. À partir du moment où vous avez le numéro de la carte d'identité avec le numéro de la carte vitale, on peut supposer que ça va améliorer la sécurisation du système et de la carte globalement.
Selon le gouvernement, chaque année, une fraude de plusieurs millions d'euros serait due à une utilisation illégale de la carte vitale. Aujourd'hui, 30% d'entre elles sont sans photo, permettant à certains d'utiliser celle d'une autre personne. Ce pharmacien l'admet, difficile de contrôler systématiquement l'identité du patient concerné. La fraude est possible. Bon, après, il y a la photo, mais bon, la photo, elle évolue aussi dans le temps. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent pour une autre personne, une tierce personne, et on n'a pas forcément l'identité de la personne en face de soi. Autre objectif, lutter contre le tourisme médical illégal, des personnes étrangères qui viendraient en France se faire soigner avec la carte vitale de quelqu'un d'autre. L'idée va dans le bon sens selon cet économiste, mais doit aussi s'accompagner d'un contrôle accru des professionnels de santé. La fraude dans l'assurance maladie, elle est venue de beaucoup de nouveaux centres de lieux de soins qui se sont ouverts, comme des centres dentaires, comme des centres d'ophtalmologie, qui se sont ouverts assez récemment avec derrière une ambition de maximiser les profits. Et ça, c'est pas possible, si vous voulez, si on veut éviter la fraude. Une fusion des deux cartes qui ne fait pas l'unanimité. La commission informatique et liberté s'inquiète pour la protection des données personnelles. Nous parlions récemment de prise en charge de l'autisme en Martinique. Eh bien, dans l'Hexagone aussi, le déficit de structures se fait sentir. Au point que dans l'Eure, un père a commencé une grève de la faim pour faire scolariser son fils. Et pire, cet homme est le maire de la commune. Béatrice Gélo, Hugo Capelli. Depuis 3 ans, Giorgio Loiseau consacre beaucoup d'énergie à trouver des solutions pour ses administrés. Comment vas-tu, Daniel? Ça va? En forme? Oui. Ouais. Le maire de cette petite commune de l'Eure est très apprécié. Je trouve qu'il devrait venir plus souvent pour que je le voie plus souvent et que je lui demande plein de choses qu'il fait toujours. Il fait toujours ce qu'on lui demande. Mais aujourd'hui, il mène un autre combat pour Eliès, son fils autiste de 12 ans, qui ne pourra pas entrer au collège l'année prochaine, faute de place dans un institut médico-éducatif. Mercredi dernier, Giorgio Loiseau exprimait sa colère sur les réseaux sociaux. Le handicap, personne n'en parle, tout le monde s'en fout, voilà, il faut juste se le dire, tout le monde s'en fout. Moi qui ai donné beaucoup à la République, je suis maire, je suis engagé, et la République, qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Elle me dit, au revoir monsieur, on n'a pas de solution dans l'immédiat. Très engagé, il avait créé en 2018 une école primaire dans sa commune pour les enfants autistes. Elle accueillait d'ailleurs son fils. Mais sans solution pour le collège et sans réponse de l'État, il a entamé hier une grève de la faim. Seule façon pour lui de faire enfin changer les choses pour toutes les familles dans sa situation. Ça durera autant de temps qu'il le faudra, ici aussi, puisque tous les décideurs sont ici, l'ARS, la préfecture, l'éducation nationale et le département. Donc en fait, je viendrai tous les matins et je repartirai tous les soirs. 9h, 19h, c'est un peu ce que je me suis fixé comme ligne de conduite pour être entendu. Une initiative soutenue par des habitants et des associations. Quand je vois le nombre de parents qui sont sur le carreau aujourd'hui, le nombre d'enfants qui sont sur le carreau, comment ça peut exister en France? Comment on peut en arriver là? Le maire de Pau doit être reçu aujourd'hui au conseil départemental et à l'agence régionale de santé. Un mot de sport et nos représentants qui continuent à briller lors des phases finales des championnats de France de handball à Créteil. Les Robertines de l'Arsenal ont battu ce matin la formation guyanaise de l'US Matoury 23-11. Et chez les hommes, l'US Citron a fait son entrée ce matin avec une victoire 20-15 face à l'Intrépide de Guadeloupe. Compte rendu du match ce soir. Littérature et cet événement, la sortie du dernier livre de Raphaël Confiant, Grands Ongles, le maître de l'invisible chez Caraïbes Éditions. Il s'attaque cette fois-ci à la figure du célèbre quimboiseur qui sévissait dans les années 60 et a fini par se suicider. Raphaël Confiant publie sa biographie romancée, tissée uniquement de faits réels. Edilia Eugène Morma, Fabienne Léonce. C'est un souvenir enfoui dans les mémoires, celui de Grands Ongles, l'un des plus grands quimboiseurs martiniquais de l'après-guerre. Dans les années 60, il régnait en maître sur Fort-de-France. Il s'était laissé pousser exagérément l'ongle de l'index. Et quand il marchait dans la rue, il prenait le boulevard, l'avenue Jean Jaurès, la grande avenue qui traverse Kersainville pour se rendre sur la Savane. Et il avançait avec l'index pointé devant lui et cet ongle démesuré. Et tout le monde fuyait. Dans cette réputation, il y avait surtout cet élément qu'il est capable de tuer à distance. La légende sera confortée par la lettre d'adieu qu'il laisse derrière lui après son suicide spectaculaire. Grands Ongles y explique qu'il a tué 402 personnes. C'était le 22 février 65. Raphaël Confiant avait 14 ans. J'étais un peu sur ma faim parce que
En fait, on a fait du spectaculaire, on a dit ouais, il s'est pendu avec 7 cravates de 7 couleurs différentes et de 7 tissus différents. C'est vrai, hein? Mais enfin, ça c'est l'aspect anecdotique, je dirais. On n'a pas essayé de creuser le personnage, mais après ça m'est sorti de la tête complètement. Et dans ma quête de l'imaginaire créole, au bout d'un moment, il est revenu. Donc, dans plusieurs de mes romans, il apparaît comme personnage secondaire. Pour aller plus loin, l'auteur s'engage dans une vaste enquête à travers les rues de Fort-de-France, à la rencontre de ceux qui ont côtoyé le quimboiseur. Je regrette que le Covid m'ait empêché d'avoir rencontré quelqu'un qui m'a raconté quelque chose d'extraordinaire. Un jour, un enfant, turbulent, s'est dit, qui Granzon est ça? Mon papa m'initié. Il est resté devant Granzon et il défiait Granzon. Un petit gamin, quoi, de 10 ans. Granzon a allongé son index et l'enfant a perdu la voix. Quand je dis perdu la voix, c'est pas qu'il s'est tu. Il n'a jamais plus reparlé. Mais le monstre ne serait pas celui qu'on croit. Au fil des pages, il se révèle dans toute son humanité, sa fragilité, mais aussi son anticonformisme, engagé contre son gré dans un processus de résistance. Derrière les pratiques magiques créoles, il y a toute l'histoire des religions africaines qui ont été brimées, empêchées, interdites et qui ont dégénéré en sorcellerie. Quelqu'un comme Granzon, sans s'en rendre compte sans doute, le fait qu'il soit un quimboiseur face à la grande église apostolique, catholique et romaine, c'est déjà un défi face au système en place. Parce que l'église catholique, bien sûr, pour elle, Granzon, c'est la créature de Satan. Une enquête, une autobiographie imaginée. Certainement pas un roman, assure l'auteur, car tous les faits rapportés ont été vécus par des témoins directs. Suite de notre balade à Ducos avec notre rubrique Fondoc. Aujourd'hui, nous vous présentons le plus jeune de nos guides. Il se nomme Alan Jean et il a créé son entreprise à l'âge de 11 ans. Il propose des citronnades, nature ou aromatisées. Son portrait signé William Zebina et Jean-Marc Kenanga. Bienvenue cité La Marie à Ducos. C'est ici à Caïmaman et Alan qui a fait l'entreprise Litoun. Janit Delaney, il a fait J citron en manière spéciale. On doit les joindre. Alan Jean, ça vous fait? Bon bien, merci. Qui ça vous a fait là? Moi, on est bon ici qu'on les mettait en les diffés là. Ben, manqué fait un petit sigo et puis de l'eau. Ici, même. Ça fait 2 ans que j'ai commencé. Et ce qui m'a donné envie de créer ça, c'est que j'ai regardé des films et des dessins animés où il y avait des enfants qui faisaient des bars à limonade devant leur maison. Alors je me suis dit, et si je créais un bar à limonade ? À la Kidpreneur Academy, on m'a appris l'entrepreneuriat et comment gérer mon entreprise et gérer mon temps. Et puis tout de suite après la Kidpreneur Academy, j'ai commencé à faire des tests de limonade. Quand j'ai créé ma page Instagram et mon compte Facebook, les gens m'ont vu et ils ont voulu que je vende dans leur magasin. Dans 6 points de vente, mais maintenant c'est dans un à cause du collège, parce que j'ai un emploi du temps beaucoup plus chargé. J'aime bien préparer les limonades, les remplir, les livrer, aussi gagner de l'argent de poche. Comme ça, je peux m'acheter mes affaires. J'ai mis sur un compte que je vais récupérer dans quelques années. Je réinvestis aussi, comme le presse citron, j'ai investi dedans. On y a 3 parfums. Limonade classique mélangée avec maracuja, limonade classique mélangée avec groseille pays.
Mani quelques secrets. Tout le monde là qui a dit moi que c'est bon. Puis moi joyeux. Que ça a fait moi content. Alan Jean et puis maman, ils lançaient la fête Limlan l'en état là, en manière d'y un grand rouleau bravo, agriculteur et puis artisan qui a mis citron, douvent. William, goûtez ça. Ah là 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 là. Un petit citron de notre pays. Maman, il n'est pas trop sucré. Petit gros citron bon. Maman, ça bon même, ça frais. Bravo Alan. C'est la fin de ce... Ah non, avant de terminer ce journal, on a quand même Youssou N'Dour. C'est formidable, j'avais oublié Youssou N'Dour. Comment l'oublier alors qu'il était hier soir aux Trois-Îlets? La star sénégalaise a conquis le public de l'Oasis. Reportage de Fabienne Léonce qui était sur place. C'est l'un des titres phares de Youssou N'Dour, un moment unique. Des chants et une prestation scénique mêlant sonorité du Sénégal, des impros de danse, une ambiance survoltée devant un public conquis. Une belle prestation quoi. Ça fait plaisir de revoir Youssou N'Dour en live quoi. Youssou N'Dour quoi. Merde, c'est la star planétaire quoi. Vous l'attendiez? On l'attendait, ça faisait déjà bien plus d'un mois qu'on attendait ça, ce moment-là. On a pris notre mal en patience et ben, ça valait le coup. Au final, c'était vraiment formidable. On a passé un très très bon moment. On a senti vraiment les gens, le retour, parce que le show aussi, c'est le groupe, mais c'est aussi le public. Cette longue soirée avait débuté avec de belles têtes d'affiche locales. Dédé Saint-Prix, François Ladrézo, Colo Bartz et bien d'autres. Des artistes engagés comme un clin d'œil aux résistances et commémorations du mois de mai. Des visages connus et des chanteuses émergentes. Jennifer Vermignon sont de celles-là. Autre clin d'œil, et pas des moindres, les talentueux musiciens du groupe Kabish. Une cinquantaine de personnes, de nombreux jeunes qui ont partagé d'autres sonorités, celle d'un big bang de percussions, mélangeant batterie, tibois et chacha. Voilà pour cet après-midi, cette soirée de musique. Cette fois, c'est la fin de ce journal et je vous remercie de l'avoir suivi. L'une des actualités principales, c'est cette médiation entamée entre la direction de la Poste et les grévistes. Après une première séance ce week-end, les deux parties étaient à nouveau convoquées ce matin à la direction du travail. La grève dure depuis plus de 2 semaines. Ce soir, votre rendez-vous d'information radio est à 18h, en télé c'est 18h57 et c'est avec Cyriaque Sommier. Bonne journée sur nos antennes.